Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information virtuelle portant sur le projet de réaménagement des abords du CUSUM et du pôle Vendôme. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais une facilitatrice indépendante engagée pour assurer la modération de la rencontre. D'ailleurs, je m'engage à le faire dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Cette rencontre a pour but de vous informer sur les principes de réaménagement qui seront mis en œuvre afin de sécuriser et améliorer la qualité de vos déplacements dans le secteur et de répondre à vos questions sur ce sujet. Ce soir, plusieurs élus et professionnels de la ville sont parmi nous. Alors, je vais vous les présenter. Vous aurez l'occasion d'en voir certains intervenir à l'écran plus tard. Donc, tout d'abord, nous avons avec nous Madame Sophie Moserol, qui est responsable des dossiers de transport et de la mobilité au comité exécutif et conseillère de ville pour le district de Sainte-Marie. Également avec nous, Madame Gracia Kasoki Katawa, qui est la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Également, Laurent Guignard, qui est chargé de projet à la division des grands projets de mobilité à la Ville de Montréal, ainsi qu'Emmanuel Lecolleter, qui est chef de section, également à la division des grands projets de mobilité à la Ville de Montréal. Monsieur aussi Béchir Bouzaïdi, qui est chef de division à la division des grands projets de mobilité également à la Ville de Montréal, et M. Nicolas Soulière, qui est conseiller en aménagement, à la division des études techniques et de la mobilité, arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je poursuis en vous présentant quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information virtuelle. Sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, car de facto, vos caméras et micros sont éteints, sauf pour les intervenants, intervenantes et moi, l'animatrice. Les questions seront répondues une fois la présentation terminée. À ce moment, j'alternerai entre les questions que vous avez posées au moment de votre inscription et celles que vous posez en direct ce soir. Vous pourrez le faire à ce moment de deux façons différentes, soit en utilisant le micro avec l'outil Lever la main, c'est le petit icône que vous avez au bas de votre écran, la petite main, ou encore en l'écrivant votre question dans le module questions et réponses ou encore Q&A en fonction de la langue de votre appareil. Cette fonction questions-réponses sera activée au moment de la période de questions et commentaires. Notez également que la fonction clavardage que vous avez aussi au bas de votre écran est désactivée pour la soirée. Les questions que vous avez envoyées à l'avance, comme je l'indiquais, en complétant le formulaire en ligne, seront soit répondues directement par et avec la présentation ou encore pendant la période de questions. Donc, par politesse, seules les questions qui proviennent de personnes clairement identifiées seront lues. Alors, dès maintenant, je vous invite à bien vouloir écrire votre nom en appuyant sur les trois petits points que vous avez en haut à droite de votre image et d'inscrire votre nom. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca. Vous n'aurez qu'à indiquer projet d'aménagement aux abords du CUSUM et ce d'ici quelques jours. Les présentations seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Je traduirai au besoin. The presentations will be in French. If a question is being asked in English, we will answer it in French and I will translate if necessary. Un document qui rassemblera les principales questions et réponses, ainsi que celles qui n'auraient peut-être pas été répondues ce soir, sera préparé et diffusé à la suite de la séance publique, ainsi qu'un court sondage et le lien de l'enregistrement de la séance vous seront tous envoyés par courriel quelques jours suivant la séance. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup d'informations. Je vous rappellerai tous les détails au moment de la période de questions. Alors, à moi de vous présenter maintenant le programme de ce soir. Donc, tout de suite après mes mots d'ouverture, nous aurons un mot de bienvenue de Madame Sophie Moserol, qui est la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif et conseillère de ville. Son intervention sera suivie par un mot de Madame Gracia
Kasoki Katawa, qui est elle mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Et après ces mots de bienvenue, la présentation portera sur les résultats de l'étude de mobilité et de réaménagement. Donc, vous seront présentées ces informations par Monsieur Laurent Guignard, qui est chargé de projet de la ville. Par la suite, les moyens de communication utilisés vous seront aussi présentés et nous poursuivrons avec une période de questions qui devrait durer environ 50 minutes pour clore la soirée au plus tard vers 20 heures. Donc, sans plus tarder, à moi d'inviter Madame Sophie Mauserol pour vous souhaiter la bienvenue ce soir. Bonjour, merci beaucoup, Sonia. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait grand plaisir à ma collègue Gracia et moi de venir vous présenter en fait différents projets de réaménagement aux abords du CUSUM. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment que le secteur s'est beaucoup transformé dans les dernières années, évidemment avec l'arrivée du CUSUM, mais aussi avec le méga chantier Turco qui a eu lieu. Dans la foulée évidemment de ces projets-là, la ville a dû être accommodante pour s'assurer que tout se passait bien pour déployer ces projets-là. Or, maintenant que c'est terminé, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a vraiment un besoin de réaménagement. Il y a des enjeux de sécurité dans le secteur. Et ce qu'on vient vous présenter ici, c'est une façon d'aborder ces différents éléments. Donc, un besoin de verdissement qui est assez important, mais aussi un repartage de l'espace public entre les différents modes, de s'assurer que chacun a sa place, que c'est clair pour tout le monde et que tout le monde peut se déplacer en sécurité. J'en dirai pas beaucoup plus parce que ma collègue mairesse pourra là, clarifier différents éléments, mais sachez qu'on est résolument engagé là, à venir apaiser le secteur, s'assurer que tous les usagers se déplacent en sécurité dans un secteur qui en a besoin là, suite à des transformations qui étaient fort nécessaires, mais qui nécessitent là, de revoir un peu le partage de l'espace public. Merci beaucoup, Sonia. Je passe la parole à ma collègue. Merci beaucoup, Madame Mauserol. Donc, à vous, Madame Katawa, mairesse de l'arrondissement, pour votre mot de bienvenue. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sophie. En fait, ma collègue Sophie Mauserol et moi, on est vraiment très enthousiastes de venir finalement vous présenter les prochains changements qui vont être apportés au secteur Vendôme, CUSUM, où honnêtement, que les gens de NDG appellent depuis quelques années, malheureusement, l'intersection de la mort à cause des accidents qui ont eu lieu dans les dernières années. Vous savez, la vision de notre administration, ben, c'est de faire de notre métropole une ville à échelle humaine, résiliente et inclusive. Puis le projet qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est vraiment le reflet de ça. C'est un projet où on vient sécuriser les déplacements pour toutes et tous, particulièrement les plus vulnérables de la route, puis on vient verdir pour diminuer l'effet de l'eau de chaleur dans le secteur. Puis on vient faire ça dans un secteur qui, pour plusieurs d'entre vous, vous le savez, un secteur qui génère des milliers de déplacements par jour, un secteur où on a un des plus importants centres hospitaliers au Québec, puis un secteur où on va ajouter dans les prochaines années 1000 nouvelles personnes dans le quartier des Carly qui est juste en face du CUSUM. Puis malgré tout ça, nous, on croit fermement qu'il est primordial que le secteur demeure un endroit où chaque humain, à son échelle, puisse jouir de son quartier, puis ça en toute sécurité. C'est comme ça, selon nous, qu'on assure la qualité de vie des Montréalaises, Montréalais. Donc, en effet, plusieurs citoyennes et citoyens qui habitent, travaillent ou transitent dans le secteur ont vu s'opérer de nombreux changements depuis les 15 dernières années dans ce quartier. Des changements comme le dit ma collègue Sophie, donc la construction du CUSUM ou encore l'échangeur Turco, qui ont bénéficié, on s'entend, à toutes les Montréalaises et Montréalais. Des changements qui devaient être transitoires, mais qui sont transitoires depuis 15 ans. Donc, c'était le temps, c'était vraiment le temps qu'on vienne s'assurer de resécuriser ce quartier-là après toutes ces années. Donc, ce qu'on présente ce soir, au final, c'est le début de la fin de ces mesures transitoires qui ont débuté il y a 15 ans. C'est des changements qui vont bénéficier aux résidentes et résidents de Notre-Dame-de-Grâce particulièrement. Que ce soit la mère que j'ai aperçue il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines qui essaie de traverser l'intersection avec une poussette dans les mains, un bébé dans une main, une autre qui marche à côté, puis en même temps, elle doit regarder partout autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y arrive rien à sa famille. Que ce soit la personne malentendante que j'ai rencontrée puis qui m'a dans le secteur du village Vendôme qui m'a dit qu'elle avait beaucoup de misère à traverser la rue avec tous les piétons qui passent sur la rue, les vélos, les voitures et les autobus.
que ce soit les personnes proches aidantes qui accompagnent leurs membres de famille malades ou CUSUM et qui doivent, en plus de tout ce stress, ben, traverser constamment cette intersection qui n'est jamais vraiment claire, puis on veut toujours éviter finalement d'être la personne qui cause l'accident, ou que ce soit encore toutes les personnes qui se pointent à pied dans le secteur pour prendre le métro, le train, ou se rendre dans les différents lieux de travail puis les milieux communautaires de ce quartier. So we are here tonight to present a reconfiguration that centers around you, the resident of NDG. When I talk to my fellow resident of NDG, whether it to be those going to the community centers near Parc voyons, le parc de Saint-Pierre, those taking the metro at Vendôme or biking on the Maisonneuve, the constant message I am hearing is the need to make the neighborhood safer for everyone. Donc, nous savons à quel point l'intersection à 5 voies est tragiquement dangereuse et que les résidents veulent une solution permanente à cette histoire. On sait aussi qu'il y a plusieurs conflits d'usage sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest. Donc, les services aujourd'hui vont venir nous présenter le fruit des travaux pour ce secteur aujourd'hui. Cependant, on sait aussi qu'il y a d'autres enjeux à régler suite aux modifications transitoires des 15 dernières années par rapport aux travaux qu'il y a eu. Puis moi, je pense particulièrement à l'intersection un peu bizarre, on va se le dire, en X sur Giroir. Ça aussi, on est en train de travailler là-dessus, puis on va vous revenir dans un deuxième temps, par contre, par rapport à ce secteur-là, parce que pour nous, c'était vraiment, vraiment urgent, comme l'administration locale, de régler justement cette question de l'intersection de la mort, parce que ça fait trop longtemps, finalement, que ça dure, puis il fallait absolument venir faire quelque chose pour intervenir là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je voulais vraiment juste vous partager la vision, l'importance que ça a et dont je suis consciente que ça a pour les gens du secteur de Notre-Dame-de-Grâce et toutes les personnes qui y transitent. Mais avant de conclure, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui sont là ce soir puis qui ont pris le temps depuis les derniers mois, dernières années de participer à la consultation, soit des différents organismes ou institutions, aux personnes qui ont participé au sondage. Ça avait vraiment fait créer beaucoup d'engouement, ce sondage-là. Merci beaucoup. Thank you very much for everybody who are here tonight and answered the call for this meeting. Et je veux remercier les équipes du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, ainsi que les équipes de la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Ndji pour votre travail dans ce dossier. C'est pas la fin de notre travail et de notre conversation. Alors, n'hésitez pas, en fait, là, par la suite, à utiliser les différents canaux de communication, soit pour me contacter, ma collègue ou bref, les canaux de communication qui vous seront offerts pour la suite, parce que pour nous, c'est un début. C'est le début de la fin de ces aménagements transitoires, comme je vous le disais. Donc, merci beaucoup. Have a good evening, everyone. Merci beaucoup, Mesdames Mosrol et Katawa. Alors, on entre maintenant dans la partie présentation du projet. Je cède la parole à Monsieur Laurent Guignard, qui est chargé de projet à la division des grands projets de mobilité. Donc, à vous, Monsieur Guignard. Merci Sonia, et bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle donc Laurent Guignard, je suis ingénieur et je travaille à la Ville de Montréal depuis plus de 15 ans maintenant au sein du service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, comme on vous l'a dit, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les résultats d'une étude de mobilité importante que nous avons lancée en 2023 et qui s'est terminée il y a à peu près 2 mois. Vous voyez ici à l'écran à droite le secteur qui a justement fait l'objet de cette étude de mobilité. Vous pouvez voir qu'il est délimité au nord par la rue Sherbrooke, à l'ouest par l'avenue Giroir, au sud par la rue Saint-Jacques et à l'est par la limite entre l'arrondissement et la ville de Westmount, soit l'avenue Claremont. C'est une étude qui ne s'est pas faite toute seule, c'est une étude qui s'est faite avec la collaboration de l'arrondissement, mais aussi avec la participation de la STM, avec la participation du CUSUM, du ministère des Transports, mais c'est aussi une étude qui s'est faite en partie grâce aux résidents du secteur, puisqu'en parallèle à l'étude de mobilité, nous avons aussi mené une démarche de concertation publique en 2023 auquel bon nombre de résidents du secteur ont pu participer. Et cette démarche a vraiment été très instructive pour nous, puisqu'elle nous a permis de mieux connaître quelles étaient vos préoccupations, quels étaient vos besoins de mobilité. Ces problématiques, vous allez le voir, et Madame la mairesse en a touché un mot, elles sont surtout marquées en 2 endroits, c'est-à-dire l'intersection, moi je vais l'appeler l'intersection à 5 branches, donc l'intersection d'Écarie, Maisonneuve, Père-Lachine, puis le boulevard de Maisonneuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu ailleurs, comme on l'a dit, mais les interventions qui vont vous être présentées ce soir sont avant tout, vont servir avant tout à répondre aux enjeux de ces 2 secteurs-là.
Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation qui va porter sur les 5 points suivants. Je vais d'abord commencer par vous rappeler un bref historique du projet de réaménagement des abords du CUSUM il y a 15-20 ans, mais aussi la justification donc de la relance du projet. Je vous parlerai ensuite des enjeux du secteur, que ce soit donc en termes de mobilité et d'aménagement, qui a été la première partie de l'étude qu'on a réalisée l'année passée. Par la suite, je vais faire justement un retour sur les principaux résultats de la démarche de concertation publique. Et en quatrième partie, ça va être sûrement la partie la plus intéressante et la plus importante pour vous, c'est de vous présenter les principes de réaménagement que la Ville a retenus pour répondre justement aux enjeux de mobilité et de sécurité, tant du boulevard de Maisonneuve que de l'intersection des Carrés Maisonneuve-Père-Lachine. Et je terminerai ma présentation par le calendrier des prochaines étapes. Donc, comme on le disait un peu en introduction, le projet des abords du CUSUM, c'est un projet qui a démarré il y a près de 20 ans, évidemment, quand le gouvernement a acquis l'ancienne cour de triage du Canadien Pacifique à l'est du boulevard des Carrés. Vous voyez sur la première photo, c'était tout un autre aménagement. Le boulevard des Carrés était un axe qui a 2 voies de circulation en direction nord. Il n'y avait même pas de trottoir qui longeait le site du futur CUSM. Donc, il a fallu adapter de manière importante tant les réseaux enfouis, donc égouts et aqueducs, mais également le réseau routier pour justement accueillir ce futur générateur de déplacement. Donc, la ville de Montréal s'est attelée à la tâche entre 2009 et 2015, justement en adaptant son réseau routier et ses infrastructures pour la venue de l'hôpital. Ces travaux-là se sont faits en parallèle, évidemment, à la construction du centre hospitalier qui a été donc mis en service en 2015. Arrive à l'année 2015, la ville pensait pouvoir poursuivre ses travaux de réaménagement, mais le ministère des Transports devait en urgence reconstruire l'échangeur Turcot ainsi que le viaduc Saint-Jacques. C'était le gros chantier qui a succédé donc au chantier de construction de l'hôpital. Et donc, arrive l'année 2015 et la ville suspend son projet et met en place justement des mesures transitoires à plusieurs intersections, plusieurs axes. On parle de l'avenue Giroir, on parle du boulevard de Maisonneuve, le fonctionnement de l'intersection à 5 branches également. Donc, la relance, elle est aujourd'hui justifiée parce qu'il y a des mesures transitoires, parce qu'aussi le quartier continue de se développer, notamment le renforcement du pôle Vendôme avec l'ajout d'un deuxième édicule, mais aussi avec des enjeux de sécurité qui ont pu être constatés au fil des années, notamment à cette fameuse intersection à 5 branches où malheureusement 2 décès de piétons sont à déplorer, qui sont survenus en 2019 et 2020. Et puis, plus proche de nous, donc, d'autres projets de développement qui sont déjà soit réalisés quand on pense aux résidences pour personnes âgées au coin de Clarmont et Maisonneuve, mais tout le projet de l'îlot Crowley des Carrés qui devrait accueillir à terme plus de 1500 nouveaux résidents dans le secteur. Le quartier a évolué, mais les politiques municipales aussi ont évolué ou ont changé au cours des 20 dernières années. Ces politiques-là, vous les retrouvez dans différents documents officiels de la ville, que ce soit le plan stratégique Montréal 2030, le plan climat, le plan d'action Vision Zéro, qui est un plan qui vise à renforcer et qui fixe des objectifs en matière de sécurité routière, et plus récemment encore, le plan local de déplacement que l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce a adopté il y a quelques semaines. Ces documents-là, ils contiennent des orientations ou des objectifs généraux, mais importants, dont on doit évidemment tenir compte et chercher à satisfaire dans le cadre de nos projets. Donc, on parle d'objectifs qui visent à améliorer évidemment la qualité de vie, à tenir compte justement, par exemple, des changements climatiques dans la façon dont on réaménage nos rues, à évidemment sécuriser aussi le réseau routier. Et là, par exemple, je vais un petit peu aller plus loin, on parle d'aménager les rues de façon à induire des comportements qui soient prévisibles et en tenant compte du comportement de l'être humain. En gros, ça veut dire de chercher à avoir des aménagements qui sont intuitifs, qui sont standards ou auxquels les usagers sont habitués à utiliser et non pas justement des aménagements atypiques qui posent ou soulèvent des enjeux dans la compréhension de comment ils fonctionnent et qui peuvent justement se traduire ou avoir des répercussions importantes et entraîner des collisions qu'on veut justement éviter.
Donc 2023, avec tous ces enjeux-là, c'est la relance du projet. On parle donc d'une première étude de mobilité et de réaménagement qui avait quatre grands objectifs. Renforcer la sécurité des déplacements dans le périmètre que je vous ai présenté antérieurement, revoir la configuration justement de ces aménagements transitoires qui sont là depuis un petit peu trop longtemps, depuis une bonne dizaine d'années, répondre aux besoins de mobilité du secteur, autant les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain, notamment avec les développements qui sont prévus, et d'améliorer bien évidemment la qualité des milieux de vie. En parallèle, donc, comme je le disais en introduction à cette étude importante de mobilité, on a décidé d'amorcer une démarche de concertation publique en parallèle afin de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les enjeux en matière de mobilité et d'aménagement, quelles étaient leur expérience, quels étaient leurs besoins, etc., puis d'échanger justement avec les participants sur la recherche de solutions. Et je vais vous présenter dans les prochaines diapos, justement, les faits saillants de cette démarche de concertation. Maintenant, je vais vous présenter le portrait, les enjeux de mobilité et d'aménagement du périmètre qu'on retrouve ici. Donc, on parle beaucoup évidemment de mobilité, mais avant tout, et c'est important aujourd'hui de mettre l'accent ou l'emphase sur le fait que c'est un secteur qui est habité, qui est constitué de plusieurs milieux de vie. Aujourd'hui, on retrouve 4500 résidents dans ce secteur-là, mais demain, comme je le disais, un peu plus de 6000 lorsqu'on on tient compte des développements qui sont annoncés à l'ouest, notamment du CUSM. Je parle de plusieurs milieux de vie parce que chacun a ses particularités, qu'on pense au village Vendôme, qu'on pense au secteur Crollet-des-Carriers en développement, mais aussi au quartier Saint-Raymond qui se trouve à l'ouest de l'autoroute 15 et qui est un secteur qui se trouve être enclavé de par la position, de par sa position, de par la présence de la voie ferrée notamment. Justement, parlons de ces barrières qui enclavent le secteur. On retrouve évidemment le réseau autoroutier, l'autoroute 15 et l'autoroute 136, la falaise Saint-Jacques au sud, la fameuse voie ferrée du Canadien Pacifique qui limite de beaucoup les points de passage entre le sud et le nord du secteur, et les viaducs qu'on retrouve justement dans notre périmètre, soit le viaduc Giroir, le viaduc Upper-Lachine et le viaduc des Caries. Le secteur comporte deux générateurs de déplacement importants. En premier lieu, le CUSUM, qui s'est construit il y a bientôt une dizaine d'années. On parle à peu près de 20 000 déplacements par jour. Ce ne sont pas 20 000 déplacements en véhicule. La majorité se font quand même en transport en commun, mais ça reste un générateur très important puisque le CUSUM à lui seul génère la moitié de tous les déplacements qui se trouvent dans le périmètre Sherbrooke, Giroir, Clermont et Saint-Jacques. Donc, si aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 déplacements dans tout le secteur, 20 000 sont dus uniquement à la présence du centre hospitalier. Puis le deuxième générateur, c'est le pôle Vendôme. Ce n'est pas une destination en soi, mais c'est un lieu de passage que l'on pense au métro, que l'on pense au terminus d'autobus, avec ces 6 lignes qui sont illustrées ici en bleu, qui passent sur les principaux axes de circulation du secteur. Ce sont quand même 6 lignes d'autobus qui génèrent le passage de 600 autobus par jour sur le boulevard de Maisonneuve et dans lesquels on retrouve 15 000 usagers. Et enfin, la gare de train de banlieue avec ses 3 lignes qui génèrent, elle aussi, un nombre appréciable d'usagers du transport en commun. Il n'y a pas que le réseau de transport en commun, il y a le réseau cyclable aussi dans le secteur. Ses principales caractéristiques, on retrouve, je dirais, une colonne vertébrale qui est constituée par la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve dans l'axe est-ouest. Puis dans l'axe nord-sud, le réseau cyclable emprunte le boulevard des Caries pour ensuite aller chercher un peu plus à l'ouest l'axe Giroir. C'est un projet qui est appelé à se développer. Vous avez ici en orange les projets de liens cyclables qui devraient voir le jour dans les prochaines années, dont on veut tenir compte dans le présent travail. On parle d'un nouveau lien cyclable sur le chemin Upper-Lachine à travers donc, le quartier Saint-Raymond. On parle aussi d'un
prolongement du lien cyclable justement existant de l'avenue Giroir pour justement aller se raccorder dans le quartier Saint-Raymond au futur lien cyclable Père-Lachine. Et vous avez en bleu assez foncé le projet de rêve sur le boulevard Maisonneuve, donc du réseau Express Vélo. Vous savez, c'est un réseau qui se développe depuis quelques années, notamment sur la rue Saint-Denis, sur la rue Vigée, la rue Saint-Antoine, actuellement aussi sur la rue Jean-Talon. Et l'axe Maisonneuve ou le corridor Maisonneuve est un des corridors retenus dans un deuxième temps, dans une deuxième phase pour le développement du réseau Express Vélo. Et là aussi, lorsqu'il va être question d'intervenir dans l'axe Maisonneuve ou dans l'intersection des Caries Maisonneuve et Palachine, on va chercher à tenir compte de ce projet-là pour éviter que si on fait des travaux, on ait à revenir une deuxième fois pour venir implanter cette infrastructure de transport. J'ai parlé des barrières qui limitent les points de passage. Alors, il reste quand même certains points de passage, mais vous connaissez évidemment très bien votre quartier. Vous savez que l'intersection à 5 branches des Caries Maisonneuve-Palachine est un peu le point de convergence de tous les modes. Évidemment, tous les principaux axes de circulation y convergent, mais le réseau cyclable en vert et les services d'autobus de la STM aussi passent tous par ce secteur-là. Vous avez un peu en mortaise à gauche ici une vieille photo qui a à peu près une soixantaine d'années, qui vous illustre, qui vous rappelle comment était aménagé le réseau routier à l'époque. On parlait d'une intersection à 4 branches, tout ce qui est de plus standard entre Descaries et Maisonneuve. Le chemin Père-Lachine n'était pas prolongé et raccordé à cette intersection-là. Ça s'est fait plus tard dans les années 60. Mais même lorsque le chemin Père-Lachine s'est raccordé, il n'y avait évidemment pas autant de trafic, pas de réseau cyclable, pas autant de services de transport en commun, pas autant de piétons qui y transitent. Puis même au fil des ans et dernièrement, avec l'arrivée du CUSM, on a doublé la largeur du boulevard des Caries, on l'a mis à double sens. On a aussi mis à double sens le boulevard Maisonneuve à l'ouest de Descaries. Donc, on s'est mis vraiment à surutiliser ou sursolliciter ce secteur-là et on en paye, je dirais, le prix au niveau de la sécurité des déplacements. Et comme je l'ai dit en introduction, malheureusement, avec le décès de 2 piétons, mais aussi des collisions qui engendrent notamment des blessés. Alors, un projet qui est resté inachevé, donc je l'ai dit en 2015, la ville a arrêté son projet. Vous avez ici en bleu les axes qui ont fait l'objet de réaménagement en vue de l'arrivée du CUSM. On parle de la rue Saint-Jacques et du boulevard des Caries. Également, l'avenue Crowley a été raccordée entre Upper-Lachine et Descaries. Puis aussi, le ministère des Transports a construit et mis en place de nouvelles bretelles autoroutières pour faciliter l'accès ou la sortie du CUSUM et de pouvoir accéder plus facilement au réseau supérieur. Mais vous avez en rouge les axes qui n'ont pas fait l'objet de réaménagement, sur lesquels étaient prévues des mesures et sur lesquels on a mis en place des mesures transitoires, justement, lorsque le chantier Turcot a démarré. Et il était évidemment hors de question d'avoir à la fois des entraves dans l'échangeur Turcot et notamment dans l'axe de la rue Saint-Jacques, puisqu'il fallait reconstruire le viaduc, et des entraves, par exemple, dans l'axe Maisonneuve. Donc, on a décidé de suspendre le projet de réaménagement des abords du CUSUM et on a mis en place ces fameuses mesures transitoires dont vous voyez ici un aperçu. Vous les connaissez évidemment. Je ne veux pas rentrer dans le détail et les décrire, mais évidemment, vous savez très bien que ce sont tous des secteurs, que ce soit Giroir, le secteur Maisonneuve-Prud'homme ou l'intersection à 5 branches. Ce sont tous des secteurs où les manœuvres sont atypiques, où on a beaucoup de circulation, que ce soit entre cyclistes et entre véhicules, et où même si on gère ces conflits-là avec des feux de circulation, comme je le disais, comme ce sont des aménagements atypiques et contre-intuitifs, il suffit qu'on ne respecte pas la signalisation en place et on est conscient que beaucoup d'usagers respectent plus ou moins les règles de circulation, qu'on soit piéton,
ou cyclistes, et je m'inclus là-dedans. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est justement des aménagements qui ne pardonnent pas. Il faut tenir compte justement du comportement des gens dans nos aménagements, tenir compte qu'il peut arriver qu'ils ne respectent pas nécessairement la signalisation, mais ils n'ont pas à en payer le prix de leur vie lorsqu'ils décident, par exemple, de traverser en dehors de la phase de feu de circulation qui leur est allouée en pensant qu'ils ont justement le temps de le faire, mais en ne comprenant pas justement comment fonctionnent les sens de circulation. Alors, je l'ai dit, c'est un secteur qui est très fréquenté par les piétons et les cyclistes, qui est de plus en plus fréquenté par les piétons et les cyclistes. Le pôle Vendôme s'est fortement développé. Les aménagements cyclables sur toute l'île de Montréal aussi, ce qui a favorisé une recrudescence ou un usage accru des pistes cyclables et notamment de la piste Maisonneuve. Et ce sont des aménagements qui ne sont plus adaptés à la fréquentation qu'on observe, tant sur les axes cyclables que sur les trottoirs. Vous avez aujourd'hui des trottoirs qui sont beaucoup trop étroits, notamment sur le boulevard de Maisonneuve. Vous avez des piétons qui sont contraints, je dirais, de marcher dans la rue aux heures de pointe, faute de place sur les trottoirs trop étroits. Donc, je veux pas faire toute la liste de tous les secteurs où on est en présence de déficiences ou d'aménagements inadaptés. Vous les connaissez, mais notre intention, c'est justement de venir travailler et renforcer, améliorer, corriger ces déficiences. Le secteur Sherbrooke, Giroir, Saint-Jacques, Clarmont est un secteur dans lequel on retrouve un nombre élevé de collisions. Nous avons répertorié entre les années 2017 et 2022 une dizaine de collisions par année qui impliquent des piétons ou des cyclistes. Donc, on parle de collisions voiture-piéton ou voiture-vélo. Ces collisions-là ont entraîné 25 blessés du côté des cyclistes et à peu près le même nombre au niveau des piétons. Vous avez ici la localisation, je dirais, géographique où ont été enregistrées les collisions qui ont entraîné des blessés ou malheureusement les 2 décès de l'intersection à 5 branches. Vous voyez qu'ils sont concentrés sur l'axe Sherbrooke et sur l'axe Maisonneuve. Évidemment, on regarde juste ces chiffres, on compare, on peut penser que les conditions sont les mêmes dans ces 2 axes-là. L'axe Sherbrooke est un axe beaucoup plus achalandé que le corridor Maisonneuve. Donc, si on rapportait uniquement le taux de collision au prorata du volume de circulation, il en ressort que l'axe Maisonneuve est un axe qui est plus, je dirais, accidentogène que l'axe Sherbrooke, sans nier néanmoins que l'axe Sherbrooke présente aussi certains enjeux de par justement sa configuration et son achalandage. Alors, résultat de la démarche de concertation qu'on a menée entre le mois de mai et le mois de juillet l'année passée, on a mis à disposition des résidents du secteur 3 outils. On parle d'un sondage. On a posé des questions à savoir comment les gens se déplaçaient dans le secteur. On leur a demandé comment ils ressentaient ou quels étaient leurs sentiments de sécurité lorsqu'ils se déplaçaient à pied, lorsqu'ils se déplaçaient à vélo, etc. On a aussi mis à disposition une carte qu'on appelle collaborative qui a permis aux résidents de nous indiquer précisément et géographiquement où se trouvaient, où ils pensaient qu'il y avait des enjeux de sécurité liés à la mobilité. Puis on a tenu aussi 2 ateliers au cours desquels les résidents, les participants ont pu échanger avec nous justement à la fois de manière un peu plus poussée sur ces enjeux de mobilité, sur des pistes de solutions. Et ça nous a aidé justement à préciser à la fois nos objectifs au niveau des interventions. Et c'est ce que je vous présente à l'instant. Donc, le sondage, on parle d'à peu près de 500 répondants. Qu'en est-il ressorti? Je vous présente. Je vais juste revenir en arrière. Vous voyez ici une adresse que j'ai indiquée sous un document qui s'appelle Étude de mobilité de réaménagement. Vous pouvez aller consulter ce document-là. Il présente justement de manière détaillée tous les résultats de la démarche de concertation. Vous pouvez y aller en allant sur le site réalisonsmtl.ca. Vous tapez, vous pouvez rechercher avec le mot-clé CUSM et vous allez trouver tout de suite
le document dont je vous parle et vous pourrez donc regarder plus en détail les résultats obtenus lors de la démarche. Donc, je reviens au sondage. On parle de 500 personnes qui ont participé. Euh, il en ressort que les usagers sont majoritairement préoccupés par l'insécurité de leur déplacement et insatisfaits des aménagements en place. Donc, si on parle de la sécurité, il en ressort que 60% des piétons et des cyclistes ne se sentent pas en sécurité dans leur déplacement, soit jamais, soit rarement en sécurité. Et on a un taux plus défavorable encore en ce qui a trait à la qualité des aménagements en place. On parle justement largeur des trottoirs, aménagement des liens cyclables, présence ou absence de végétation, qualité de l'éclairage, notamment on a les franchissements des viaducs ferroviaires, etc. Donc, ce sont tous des enjeux qui évidemment sont ressortis lors de cette démarche-là et qui se traduisent dans ces résultats-là qui sont dont on prend note. On aimerait avoir évidemment des meilleurs taux de satisfaction, mais l'intention, justement, avec les interventions qu'on va vous présenter, c'est justement d'inverser cette tendance-là et d'aller répondre à vos besoins et à vos enjeux, tant de sécurité que de confort ou d'expérience quand vous vous déplacez. J'ai parlé de la carte collaborative. Alors, ça a aussi été vraiment quelque chose de très intéressant. Nous avons reçu 180 commentaires qui ont été localisés précisément. Vous avez ici justement l'illustration où sont situés les commentaires qui ont été exprimés. Vous voyez évidemment que ça ressort. Ce qui ressort beaucoup, c'est l'intersection à 5 branches où quasiment le quart de tous les commentaires ont porté sur cette intersection-là. Et si on élargit même un petit peu, si on parle des approches de cette intersection-là, donc les approches Maisonneuve ou les approches Upper-Lachine, on augmente quasiment à 40% de tous les commentaires concernent, je dirais, l'intersection à 5 branches et ses approches. Vous avez aussi l'axe Maisonneuve qui a fait l'objet de plusieurs commentaires et un peu en troisième partie, je dirais, le corridor Giroir et en dernier lieu, l'axe Sherbrooke. Alors, de nouveau, si vous allez consulter le document, vous allez être en mesure d'aller regarder, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller regarder les 180 commentaires qui ont tous été formulés. Je vous illustre ici en photo et un peu de manière caricaturale, mais qui résume quand même bien, je dirais, la nature des commentaires qui ont été faits. Je vous les mets en photo. Les premières photos en haut, c'est plutôt des commentaires sur la difficulté de comprendre comment fonctionnent les intersections ou la configuration des intersections. Je parle du carrefour, de l'axe Maisonneuve ou de l'axe Giroir. Puis les photos d'en bas, c'est plutôt des commentaires sur la qualité des aménagements, le confort, que ce soit sur les trottoirs, sur les arrêts d'autobus ou sur l'absence de végétation. Et ici, je vous présente uniquement quelques commentaires qui ont été formulés sur le boulevard de Maisonneuve, mais qui vous permettent pour ceux qui n'ont pas participé à la démarche et qui n'ont pas eu connaissance de cette démarche-là, voici textuellement quelques commentaires qui ont été formulés sur le boulevard de Maisonneuve entre le boulevard des Caries et l'avenue Clarmont. Vous avez en rouge des préoccupations qui concernent davantage les piétons. Vous voyez notamment, il est question à plusieurs endroits, de plusieurs commentaires qui parlent de l'insuffisance de la largeur des trottoirs. Vous avez en bleu plutôt des commentaires qui ont porté sur les cyclistes, des commentaires exprimés qui concernent davantage les cyclistes, et vous avez en vert des commentaires plutôt qui portent sur la végétation, l'absence de parcs, etc., ou des commentaires qui concernent plus la circulation véhiculaire ou la présence de véhicules qui peuvent ici, par exemple, stationner ou s'arrêter devant le terminus Vendôme pour embarquer ou débarquer quelqu'un, mais qui peuvent nuire au fonctionnement ou au bon fonctionnement du terminus Vendôme. Donc ça, c'est uniquement une dizaine de commentaires que je vous reproduis là, mais il est vraiment intéressant d'aller regarder l'ensemble des commentaires. Et bien évidemment, nous avons considéré tous ces commentaires-là. Nous avons pu valider la pertinence de ces commentaires-là et évidemment leur prise en compte dans la recherche de solutions. Alors, j'arrive justement maintenant à ces fameux principes de réaménagement retenus.
qui est un peu le cœur de l'étude de mobilité et de réaménagement qu'on a réalisée. Comme je l'ai dit, ils vont porter essentiellement sur deux secteurs. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est le secteur du boulevard de Maisonneuve entre les axes d'Écarie et Clermont, ainsi que tout le secteur, je dirais, élargi de l'intersection à 5 branches. Donc, ça inclut aussi les branches ouest de Maisonneuve, ça inclut aussi le chemin par la Chine et, et ça inclut aussi la branche sud de l'intersection d'Écarie, Maisonneuve par la Chine. Alors, je commence par le boulevard de Maisonneuve. Ses principales caractéristiques, situation actuelle, donc, c'est un aménagement, le boulevard se caractérise surtout par un aménagement très routier, peu convivial pour les piétons. Cependant, malgré l'achalandage des piétons ou des cyclistes ou du transport commun, c'est un axe qui est utilisé comme axe de transit par les automobilistes et qui est aménagé avant tout pour la circulation véhiculaire. Ses principales caractéristiques qui sont illustrées en bas, on parle d'un axe donc à 3 voies de circulation, 2 voies vers l'est, une voie vers l'ouest. Les trottoirs trop étroits de chaque côté à 1,50 m. Vous savez que la largeur minimale d'un trottoir à Montréal, en tout cas, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, notre minimum qu'on considère, c'est 1,80 m. Donc, on est déjà en présence de trottoirs qui sont inférieurs à notre minimum avec lequel on travaille et considérant les volumes ou l'achalandage qu'on observe, on est vraiment très en dessous de ce qu'il faudrait offrir pour avoir des conditions de déplacement adéquats pour les piétons. On a des conditions, je dirais, au niveau du terminus d'autobus qui soulèvent des enjeux, notamment le quai d'autobus côté nord du boulevard de Maisonneuve qui est totalement sous-dimensionné, qui pose des enjeux de sécurité importants pour les usagers. On est confronté à des conflits piétons-cyclistes aux intersections. On sait que les cyclistes, de par la façon dont sont réglés les feux de circulation aujourd'hui, les cyclistes pas tous, mais une partie d'entre eux ne respectent pas les feux de circulation en place et profitent des phases de feu piétonnes nord-sud pour traverser en est-ouest le boulevard de Maisonneuve. Et on a aussi une absence complète de végétation sur les trottoirs, puisqu'avec des trottoirs d'1,50 m, vous comprenez bien qu'il n'est pas possible d'y planter un seul arbre. On a aussi un éclairage qui est insuffisant, qui est uniquement fonctionnel côté nord, mais aucun éclairage côté sud. C'est aussi un élément à considérer dans l'exercice de réaménagement. Alors, voici les principes de réaménagement qui ont été retenus. Je vais donc les lister un par un. On parle d'améliorer évidemment la sécurité de l'ensemble des déplacements du corridor. On parle de réaménager le corridor afin d'y apaiser la circulation et de favoriser les modes actifs et collectifs. Ça veut dire chercher à diminuer, réduire ou éliminer la circulation de transit sur le boulevard de Maisonneuve. Donc, favoriser les modes actifs et collectifs, renforcer la présence du pôle Vendôme et du corridor cyclable. On parle de réduire les îlots de chaleur. C'est un corridor qui est très minéralisé en ce moment et l'amélioration de l'éclairage. Alors, je vous présente ici la traduction de ces principes-là. Il ne faut pas prendre ce que vous voyez sous les yeux comme quelque chose d'abouti ou de totalement, je dirais, confirmé. Ça vous illustre la façon dont on arriverait à chercher à répondre à ces principes de réaménagement-là, mais on voulait vous les illustrer pour que ce soit plus clair, puisqu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, je vais les passer un par un, je vais vous les décrire. On parle d'un élargissement très important des trottoirs. Je vais vous présenter tantôt de combien on parle. Mais pour pouvoir élargir des trottoirs et pour pouvoir réaménager cet axe-là et pour diminuer la circulation de transit, c'est certain qu'il faut prendre de la place là où il y en a et là où il y en a peut-être trop. On parle donc de la suppression d'une voie de circulation en direction est. Donc, le boulevard fonctionnera à une voie de circulation par direction. Ce faisant, on va être donc capable d'élargir les trottoirs de chaque côté. On va être capable de planter des arbres de chaque côté entre le boulevard des Caries et l'avenue Clermont. On va être capable,
au niveau du fonctionnement du terminus et pour le confort des usagers, on va être capable d'élargir de manière significative le quai d'autobus. On va être capable d'isoler et en créant une saillie côté sud, de mieux renforcer la présence du terminus d'autobus et des quais de débarquement. Et on va chercher à offrir une baie pour le kiss and ride, pour le dépose minute, pour justement offrir un endroit où les automobilistes qui ont besoin d'embarquer ou débarquer un passager pourront le faire sans nuire au fonctionnement du terminus d'autobus. Côté piste cyclable, on parle d'un renforcement de la piste cyclable. On a entendu beaucoup de commentaires sur le positionnement du lien cyclable existant. On est conscient qu'il y a beaucoup de vélos qui passent dans le corridor. On est conscient qu'il y a eu des recherches, qu'il y a eu des propositions qui ont été faites dans d'autres axes, notamment dans le corridor ferroviaire. On a travaillé un scénario dans le corridor ferroviaire. On n'est malheureusement pas en mesure de recommander de déplacer le lien cyclable dans le corridor ferroviaire du CP pour la simple et bonne raison que le corridor appartient au Canadien Pacifique et que les conditions qui nous seraient imposées pour aménager un lien cyclable dans le Canadien Pacifique ne nous permettent pas d'assurer je dirais, la pérennité d'un lien cyclable, je dirais, permanent le long des voies ferrées. Et donc, on a privilégié, au vu des investissements à consentir, à maintenir le lien cyclable sur le boulevard de Maisonneuve. Cependant, on va, pour les cyclistes, aménager ce corridor-là selon les critères du rêve. Donc, on parle d'un élargissement des pistes cyclables. On parle d'une séparation physique et protégée et on va travailler à revoir la façon dont les intersections sont gérées pour justement assurer une meilleure sécurité pour les piétons qui traversent le boulevard de Maisonneuve. Et enfin, on va revoir l'éclairage du corridor en cherchant à implanter à la fois un éclairage côté sud, mais aussi côté nord du boulevard. Voici une illustration en coupe. En haut, la situation existante du boulevard de Maisonneuve avec ses deux trottoirs très étroits, la piste cyclable côté nord et les trois voies de circulation, et la situation future au sud. Donc, vous voyez par exemple que le trottoir passera de 1,6 m à 4 mètres de large. Il faut prendre ça vraiment comme un ordre de grandeur. Est-ce que ça va être 4 mètres? Est-ce que ça va être 3,8 mètres? Ça ne va pas être 2 mètres, mais ça va être proche de 4 mètres. C'est ça qu'il faut plutôt retenir ce soir. On voit nos deux voies futures de circulation, à peu près une chaussée de l'ordre de 8 mètres. Donc, la chaussée va se rétrécir. En se rétrécissant, ça diminue évidemment l'exposition des piétons à la circulation véhiculaire. On voit évidemment ce qui ressort, c'est le couvert végétal qui va grandement changer sur le boulevard de Maisonneuve et l'éclairage qui devrait se retrouver de part et d'autre du boulevard. Maintenant, je vais passer à l'intersection à 5 branches, donc Décarie, Maisonneuve, Upper-Lachine. Voici donc sa situation actuelle. Évidemment, plusieurs intersections complexes et accidentogènes. L'intersection Maisonneuve-Prud'homme, l'intersection Maisonneuve-Décarie, qui est la petite intersection qui est juste au nord de l'intersection principale. Des aménagements qui sont très peu favorables aux piétons et aux cyclistes, qui sont évidemment la clientèle ou les usagers les plus vulnérables, et un environnement qui est très minéralisé, source donc d'îlots de chaleur, et le franchissement des viaducs ou du viaduc Upper-Lachine qui soulève des enjeux de sûreté ou de sécurité, notamment le soir, mais aussi le jour en raison de sa configuration, manque d'éclairage, etc. Alors, voici les 4 grands objectifs dans lesquels qu'on s'est fixé, qu'on cherche à satisfaire. On va vouloir aussi améliorer la sécurité des aménagements, des intersections, implanter le rêve dans le corridor Maisonneuve, faciliter et sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes sur le chemin Upper-Lachine et la réduction des îlots de chaleur. Alors, pour améliorer la sécurité des intersections de ce secteur-là, il n'y a pas 25 solutions.
Il faut diminuer le nombre de branches qui se raccordent à ce secteur-là. Et la logique, c'est de transformer cette intersection-là en une intersection standard à 4 branches. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a 5 branches. On veut passer une intersection à 4 branches. Donc, on a travaillé plusieurs scénarios à savoir et à déterminer quelle branche on allait déconnecter de l'intersection à 5 branches. Et on a fini par porter notre décision sur la branche ouest du boulevard de Maisonneuve. Vous avez maintenant l'illustration de ce à quoi euh, devrait à terme ressembler le secteur. Donc, vous avez la création d'un carrefour à 4 branches en lieu et place du carrefour à 5 branches. Le fonctionnement de cette intersection-là va devenir beaucoup plus standard. Donc, on s'attend à des comportements euh, habituels et donc un renforcement de la sécurité parce qu'on comprendra mieux le fonctionnement de l'intersection. Les cyclistes vont pouvoir quand même traverser cette intersection-là et venir rechercher la piste cyclable Maisonneuve à l'ouest de Prud'homme. En déconnectant la branche ouest de Maisonneuve, on est capable de récupérer un espace minéralisé important qu'on va chercher à verdir. Donc, il y a déjà, je dirais, un espace vert au sud entre la voie ferrée et le boulevard de Maisonneuve. Là, on va pouvoir doubler ou tripler la taille de cet espace vert-là. On verra comment on va l'aménager, ça fait l'objet des prochaines étapes, mais ici, vous avez quand même le principe retenu. Et donc, si on déconnecte le boulevard de Maisonneuve, ça veut dire qu'on va remettre le boulevard de Maisonneuve à sens unique vers l'ouest à partir de la rue Prud'homme. Donc, pour les automobilistes qui sortiront par la bretelle de sortie autoroutière qui aboutit aujourd'hui de manière adjacente à la rue Addington, ils ne pourront plus tourner à gauche pour essayer de rejoindre le boulevard des Caries. Ils seront contraints de tourner à droite vers l'ouest. Donc, ça va simplifier les mouvements, simplifier ce secteur-là, diminuer aussi la circulation sur le boulevard de Maisonneuve. On comprend, je vais en parler tantôt, que ça a des impacts pour certains automobilistes, ça a des impacts sur l'accessibilité, mais la priorité pour la ville de Montréal, c'est avant tout la sécurité des déplacements et on ne peut pas, je dirais, conserver des mouvements au prix ou au détriment de la sécurité des usagers. Le chemin Père-Lachaise n'est pas sans reste non plus. On parle d'une reconstruction complète des trottoirs sous le viaduc ferroviaire. On parle d'aménager un lien cyclable. Ici, je l'ai illustré côté nord. Ça ne veut pas dire qu'il va être côté nord. On va travailler ça dans les semaines qui viennent. On confirme qu'il va y avoir un aménagement cyclable, sécuritaire. On va regarder si c'est mieux côté nord, on va regarder si c'est mieux côté sud, on va regarder si c'est mieux une bande cyclable de chaque côté. On va regarder si on la surélève également à la même hauteur que le trottoir. Tout ça, ça va être regardé dans les étapes à venir. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'intention de reconfigurer le chemin Père-Lachaise davantage pour les piétons et les cyclistes. Et également renforcement de l'éclairage sous le viaduc. Alors, je parlais justement des impacts. Je termine un peu la présentation. La transformation de l'intersection à 5 branches en 4 branches. Donc, je l'ai dit, on ne pourra plus tourner à gauche en sortant de l'autoroute pour aller rejoindre le boulevard de Maisonneuve. Voici donc l'itinéraire en rouge qui est l'itinéraire impacté. On parle de 120 véhicules à l'heure le matin qui vont être concernés, une cinquantaine seulement le soir. Une petite anecdote où lorsque le ministère des Transports a fait les études il y a 10-15 ans, avant d'aménager sa bretelle de sortie, il tablait sur 600 véhicules à l'heure dans cette bretelle de sortie-là, parce qu'il pensait que ça allait être l'itinéraire utilisé pour rejoindre le CUSM. Et finalement, on se retrouve juste avec 5 à 10 fois moins de véhicules que ce qui avait été anticipé. Donc, vous voyez un peu la situation, c'est qu'on met un petit peu à risque, ou en tout cas, on a des aménagements qui soulèvent des enjeux de sécurité, mais pour un faible nombre d'automobilistes finalement. Donc, le prix à payer est quand même très élevé par rapport aux automobilistes qu'on cherche
qu'on cherche à satisfaire par ces aménagements qui sont atypiques et donc accidentogènes. Alors, l'itinéraire alternatif, ça va être pour ces automobilistes-là de sortir à la bretelle, de sortir sur la rue Sherbrooke et d'aller chercher le boulevard des Caries par la rue Sherbrooke. On parle en moyenne d'une augmentation de temps de parcours de l'ordre de 2 minutes. Donc, on ne va pas se cacher la réalité. Il n'y a pas de gain de temps dans notre projet, mais il y a une sécurisation qui est recherchée. Et on estime que, puis on parle de 2 minutes aux heures de pointe. En dehors des heures de pointe, c'est quasiment équivalent, voire même peut-être des gains de temps, parce que vous savez que quand vous sortez sur le boulevard de Maisonneuve et vous cherchez à rejoindre le boulevard des Caries, c'est pas évident des fois de trouver un créneau qui vous permet de rentrer sur le boulevard des Caries en raison de la proximité de l'intersection à 5 branches. Et l'autre mouvement qui va se retrouver être impacté par le réaménagement, c'est la circulation vers l'ouest. Là, on a un peu plus de véhicules concernés, 180 véhicules le matin, 270 véhicules heure le soir. On a aussi une petite statistique, c'est que 60% de ce trafic-là est un trafic purement de transit qui s'en va au-delà du boulevard Cavendish. Ce sont des véhicules en majorité qui utilisent le boulevard de Maisonneuve qui utilisent le boulevard de Maisonneuve pour, je dirais, bypasser ou court-circuiter les axes que sont Sherbrooke ou Saint-Jacques. Donc, les itinéraires alternatifs, ce sont l'axe Sherbrooke et l'axe Saint-Jacques. Et là également, on parle de l'ordre de 2 minutes en moyenne d'augmentation du temps de déplacement. Je termine donc synthèse du projet et les prochaines étapes. Donc, vous avez pu voir que les réaménagements que la Ville a réalisés ne sont pas des changements mineurs, mais ce sont des changements qu'on estime être nécessaires si on veut améliorer la sécurité des déplacements, si on veut améliorer le confort et avoir des milieux de vie de plus grande qualité. Donc, ce sont des réaménagements qui vont favoriser l'usage des modes actifs et collectifs, qui vont adapter l'espace public aux impacts des changements climatiques de par la diminution de la minéralité, l'agrandissement des espaces verts, la plantation des arbres, et qui vont, on en est certain, améliorer la vie de quartier et la qualité de vie des résidents. Voici ma dernière diapositive qui vous illustre les prochaines étapes. On est donc au terme de l'étude de mobilité et de la première, je dirais, démarche de concertation avec notre séance d'information ce soir. Et on est à veille d'ici la semaine prochaine de commencer les études d'avant-projet. Ces études-là vont justement préciser plus en détail les composantes du projet en termes de largeur de voies, de largeur de trottoirs, d'éclairage, etc. Mais vont chercher à respecter les grands principes que je vous ai présentés aujourd'hui. Et l'année suivante, 2026, on va passer en réalisation, donc plans et devis en vue des appels d'offres de travaux qui vont, eux, s'amorcer à partir de 2027. Puis aujourd'hui, évidemment, il est prématuré de vous présenter la séquence des travaux, la durée. Là, on a mis 2027 à 2029. Ça, c'est toutes des choses qu'on va préciser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au niveau communication, voici le téléphone que vous pouvez utiliser pour rejoindre la Ville de Montréal. Et si vous avez des questions, le 3.1 aussi, par courriel info travaux, ça va plutôt être des adresses lorsqu'on va être vraiment en travaux. Mais les informations pertinentes, je dirais, pour la portée de l'intervention de ce soir, vous les retrouvez sur le site internet de montréal.ca en tapant le mot à bord du CUSUM ou CUSM simplement. Vous allez retrouver la présentation et sur le site Réalisons Montréal, vous allez retrouver là notamment le document le résumé de la démarche de participation publique. Nous sommes maintenant arrivés à la période de questions, donc je vais replacer la parole à Sonia. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Guignard, pour cette présentation. Alors, effectivement, nous voici arrivés maintenant à la période de questions et réponses, durant laquelle l'équipe projet tentera de répondre à vos questions. Avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Je nous invite à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture aux idées des autres et de tolérance, en respectant également les opinions des autres et en demeurant respectueux en tout temps.
Merci de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet afin de donner la chance à tout le monde d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé dans la présentation seront considérées comme ayant été répondues. Donc, pour poser une question, je vous propose deux façons de le faire. D'abord, de vive voix en utilisant l'outil main levée, donc la petite main que vous trouvez au bas de votre écran. À ce moment-là, je vous donnerai le droit de parole et vous devrez activer votre micro. Ou encore, vous pouvez poser votre question par écrit en utilisant l'outil question-réponse Q et R ou encore Q et A, dépendant de la langue d'utilisation de votre appareil. Afin de répondre à un maximum de questions ce soir, nous allons alterner entre les questions à main levée et écrites et également les questions transmises au moment de votre inscription. Donc, comme je l'indiquais, les questions reçues à l'avance portant sur les sujets abordés lors de la présentation ne seront pas posées à nouveau lors de la période de questions. Donc, je vais lire les questions écrites et j'inviterai ensuite la personne concernée à y répondre avec concision. Évidemment, les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Si c'était le cas, votre question sera reçue et la Ville de Montréal y répondra dans un document question-réponse qui sera partagé à tous les participants par courriel et qui sera également déposé sur le site montréal.ca. Alors, dès à présent, je vais initier la période avec une question qui a été posée au moment de l'inscription. Donc, c'est une question de Madame Joanne Wemmers. Wemmers, j'espère que je prononce bien. Désolée s'il y a erreur. Donc, sa question, How will you ensure that any changes will not negatively impact the surrounding residential neighborhoods? Donc, comment allez-vous vous assurer que les changements n'affecteront pas de façon négative les résidents, les riverains finalement des aménagements? Donc, ça serait impact sur les résidents. Peut-être une question pour M. Guignard. Je pense que M. Guignard, vous serez invité à répondre à plusieurs. Il n'y a pas de problème. Merci pour cette question-là. Donc oui, les raménagements que je vous ai présentés, ils vont s'accompagner de mesures. Je vous les ai pas présentées ici parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais ils vont s'accompagner de mesures qui vont justement empêcher ou minimiser les répercussions sur les communautés environnantes. Par exemple, les détours, on va chercher à limiter la circulation de transit dans les rues locales. Donc, lorsqu'on va être en avant-projet dans les prochaines semaines, on va justement travailler à mieux préciser ces mesures-là, mais il va y avoir des mesures d'accompagnement pour éviter justement ces effets de débordement-là. Donc, ça peut signifier des changements dans la réglementation de, de circulation, des limitations de manœuvre de virage à gauche. Ça pourrait signifier peut-être des inversions de sens de rue, mais c'est justement des mesures qu'on va travailler. Et si on doit prendre des mesures pour éviter des débordements non souhaités dans des rues locales, bien, on cherchera à les implanter avec la collaboration de l'arrondissement. Donc, merci. Comme la question était posée en anglais, je vais brièvement donner des éléments de réponse. So, the changes will be accompanied by measure to minimize the impacts on the surrounding residential neighborhoods. For example, detour may be put in place to limit the transit circulation on local streets, as well as maybe eventually new legal or rules, measures that could also be put in place to minimize the impact. Donc, merci beaucoup. Je vais aller avec une autre question qui a été posée à l'inscription par Madame Anne-Catherine Kennedy. Donc, Madame Kennedy s'interroge. Les modifications tiennent-elles en compte la construction des nouvelles tours à condos sur Décarie en face du CUSUM prévues d'ici 2 ans, ainsi que la congestion routière liée? Donc, je vous inviterai M. Guignard, je pense, de Mhm. nouveau. Alors oui, on a considéré tous les développements connus euh, annoncés dans le secteur. Donc ça inclut tout le développement du secteur Crowley-Décarie.
on a tenu compte de la génération de trafic qu'allait générer ce développement-là dans nos prévisions d'achalandage. Ok, ben, merci beaucoup. Je vais aller avec une troisième question à l'avance, puis ensuite, je vais aller avec les mains levées. Vous êtes plusieurs à avoir la main levée. Donc, question de Monsieur Stéphane Prem. La complexité du carrefour est connue depuis des décennies et des travaux ont déjà été réalisés sur le boulevard Maisonneuve. Comment justifiez-vous qu'on recommence? Monsieur Guignard, de nouveau. En fait, on recommence pas. La configuration actuelle, elle est comment fonctionne en ce moment l'intersection à cinq branches. C'était un fonctionnement de manière transitoire ou temporaire. Je ne vous ai pas présenté quel était le scénario de 2014, comment avait été imaginé l'intersection. Je ne voulais pas mélanger tout le monde aujourd'hui, mais c'était pas l'intention de la ville de, d'aménager ou de fonctionner avec une intersection à cinq branches. C'était aussi une intersection à quatre branches qui était projetée. Donc, c'est pas de recommencer, mais de réaménager donc le carrefour pour en améliorer le fonctionnement et la sécurité. Bien, merci beaucoup. Je vais aller avec les mains levées, donc par ordre de priorité. J'ai Monsieur Larry Carras. Donc, Monsieur Carras, je vous inviterai à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup. Je félicite Monsieur Laurent pour ses travaux et ses, ses initiatives qui visent à améliorer la qualité de vie des résidents. Euh, on a, c'est pour faire suite à la question de Madame Wemmers, les résidents du quartier, comme ceux sur l'avenue Gray, vont devoir traverser le rêve pour rentrer chez eux en auto. Euh, Comme vous avez pu constater, cette intersection de Maisonneuve et Gray, par exemple, est pas mal dangereux et accidenté. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour sécuriser cette intersection pour les résidents qui doivent y arriver en auto et qui n'a pas le choix que de descendre soit sur Clermont ou Vendôme pour rentrer chez eux. Mhm. En fait, oui, l'intersection Gré, mais ça concerne aussi les autres intersections, Northcliffe, Claremont, Vendôme ou Marlow, etc. Euh, on va toutes les regarder en détail maintenant dans les études d'avant-projet. Vraiment, on est conscient je dirais des conflits voiture-vélo ou piéton-vélo. Puis, on veut trouver une façon de revoir la configuration des intersections et du fonctionnement des feux, justement pour éviter que, notamment, on se retrouve avec des cyclistes qui profitent du phasage de feu pour traverser au moment où ils ne devraient pas le faire. Donc, ça va faire l'objet justement notamment des études qui s'en viennent en ce moment. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer qu'est-ce qui est prévu pour Gré typiquement, mais soyez assurés qu'on est bien conscient de ces enjeux-là, puis de notre volonté de prendre les mesures pour corriger les situations. Ça répond, Monsieur Carras, merci. Oui, c'est à suivre. Merci beaucoup. Donc, j'irai avec la prochaine main levée qui est celle de Madame Debbie Gardos. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro. Vous avez Hi. ça? Oui. Hi. Hi. Bonjour. Bonjour. I will say that I actually wrote this question in also, but I'll ask. As a person who cycles and walks and takes public transit, I don't have a car. I have to say I'm very pleased with the plans and what you've shown us. It really, I think it's going to be great. My question is sort of, I've been using that route, the whole Dakari area, for decades, and I just was wondering what took the city so long to finally sort of jump into action. Was there a reason or?
I was just curious. OK. Je vais traduire brièvement. Donc, Madame Garda, c'est une utilisatrice, hein. Elle utilise son vélo, elle marche beaucoup aussi, elle utilise beaucoup cet endroit de transit. Puis elle est satisfaite avec les propositions et elle s'interroge à l'effet, qu'est-ce qui a fait que la ville a pris autant de temps pour en arriver à ces solutions. Monsieur Guignard. Ah, OK, parfait. Mais en fait, je vais peut-être passer brièvement. Bon, c'est sûr que l'échangeur turco, la reconstruction du viaduc Saint-Jacques, ça nous a vraiment empêché jusqu'en 2020 d'intervenir. Après, c'est certain qu'il y a eu un petit laps de temps, euh, le temps je dirais, de relancer le projet ou de remettre le projet, je dirais, sur le radar de la ville. Les projets de développement annoncés, ça nous a facilité la tâche à partir de 2022. Puis donc, le processus s'est réenclenché. De repartir la machine, je dirais, d'un grand projet de cette nature-là, ça prend toujours quelques mois, ou peut-être une année ou 2 ans. Maintenant, on y est. Puis l'intention, c'est qu'on veut maintenant aller de l'avant puis réaliser au plus vite les réaménagements qu'on vous a présentés aujourd'hui. So, Merci. Yeah, no, I understood. Yeah. okay. I guess that's fine. Thank you very much. Okay. Thank you very much for your question. Okay. Je vais aller maintenant avec question écrite ce soir. Donc, je vais débuter avec la question de Madame Camille Laberge. Donc, Madame Laberge qui s'interroge, ou Monsieur Laberge en fait, est-ce qu'un réaménagement est prévu pour l'intersection Clermont-Maisonneuve? Donc, est-ce que c'est Monsieur Guignard, oui? Oui, ben en fait, oui. Comme le corridor Maisonneuve lui-même va être totalement réaménagé, c'est prévu que ça inclut aussi l'intersection Clermont-Maisonneuve. On va travailler ça avec la ville de Westmount, puisque cette intersection-là est sur le territoire de la ville de Westmount, mais déjà en amont, tout l'exercice d'études de mobilité, on a pu le travailler avec la participation de la ville de Westmount et on a eu une très bonne collaboration. Donc, l'intention, c'est d'inclure aussi le réaménagement de cette intersection-là dans notre projet. Merci, merci beaucoup, Monsieur Lignard. Je vais aller aussi avec une autre question écrite ce soir par Malaka Akawi, qui s'interroge sur les travaux. En attendant que les travaux soient réalisés, peut-on réaliser des aménagements temporaires entre Décarie et Prud'homme? Ça va être à vous, Monsieur Guignard. On s'est posé la question, oui, à savoir si on allait aménager de manière temporaire ou poser déjà certaines interventions. C'est un peu à double tranchant, puis on a décidé de ne pas aménager de manière temporaire le secteur. Déjà, il fait déjà l'objet d'un aménagement temporaire ou transitoire. Donc, le but, c'est d'éviter qu'on prolonge, je dirais, de manière importante des aménagements transitoires, mais aussi c'est que on allait se retrouver, je dirais, avec les inconvénients, les, les impacts du réaménagement sans les avantages. C'est-à-dire que on n'aurait pas de trottoir élargi, on n'aurait pas de liens cyclables élargis, on aurait impacté les automobilistes par la fermeture, par exemple, de la branche ouest de Maisonneuve, mais en contrepartie, il serait difficile après je dirais, de justifier quels seraient les gains à court terme. Donc, on a pesé, je dirais, le pour et le contre, puis notre intention, c'est d'aller faire les avant-projets 2025 et réalisation à partir des années 26-27. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça répond très bien. Je vais vous demander d'être attentif parce que j'ai une question avec un long préambule. Donc, c'est celle de Monsieur Conrad Pert. Donc, parmi plusieurs problèmes, deux préoccupent particulièrement les cyclistes. Un, la nécessité apparente de descendre puis de remonter de l'autre côté. Deux, l'obligation de traverser en diagonale du côté sud de Maisonneuve au côté nord, puis à nouveau en diagonale à Clermont pour revenir au côté sud. Ça va, Monsieur Guignard, vous me suivez jusque-là? OK, parfait. Donc, la question, avez-vous envisagé de maintenir à la fois
l'altitude et la position du côté sud pour la piste cyclable. Cela pourrait être réalisé en construisant une passerelle légère pour vélo juste au nord des voies ferrées, au même niveau que celle-ci. Cette configuration permettrait de rejoindre de Maisonneuve au sud à travers le lot 47-28-546, un stationnement à l'angle sud-est des Caries, Maisonneuve, en attendant la piste cyclable. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si jamais vous avez besoin de montrer une diapositive, n'hésitez pas. En fait, ben oui, c'est très clair. La question de monsieur, c'est est-ce qu'on a envisagé un lien cyclable en dehors du boulevard de Maisonneuve, mais qui partirait à la hauteur de Prud'homme, qui franchirait le chemin Père-Lachine et le boulevard des Caries par une passerelle le long de la voie ferrée, je pense, son tracé dans l'emprise du Canadien Pacifique, Mhm. qui est une emprise inutilisée en ce moment. Euh, on est juste entre nous aujourd'hui, je vais vous le dire. J'aurais aimé personnellement pouvoir vous présenter un projet qui aurait pu inclure un lien cyclable de cette nature-là. Cependant, je vous l'ai dit dans la présentation, les Mhm. conditions, je dirais, imposées par le Canadien Pacifique pour un tel projet ne rencontraient pas Mhm. euh, des garanties pour la ville de Montréal, je dirais, de pérennité du lien. On parle quand même on aurait parlé d'un investissement majeur avec notamment une passerelle, un lien aérien pour franchir sur 100 mètres de long deux voies de circulation. Mais les conditions du Canadien Pacifique, ça nous empêchait de maintenir ce scénario-là dans notre projet. Donc, on va travailler sur l'emprise publique de la ville de Montréal et on a abandonné l'idée d'un lien cyclable aérien qui aurait franchi le carrefour à 5 branches. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ça clarifie. Je vais aller avec les mains levées. J'ai la main de Monsieur Jill Preseski. Donc, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. C'est Madame Jill Procesk. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis Euh, désolée. Concernant, moi j'habite à Saint-Raymond. Je suis contente que vous allez fermer de Maisonneuve. Je pense que c'est une bonne idée. Je suis contente de voir les arbres qui vont être plantés sur de Maisonneuve. Ça, mais moi, j'aimerais savoir pour nous autres à Saint-Raymond, si vous allez travailler sur l'éclairage, sur Upper Lachine, puis la piste cyclable, mais aussi est-ce que c'est possible de planter les arbres sur Upper Lachine aussi, entre Descaries et Crowley? Parce que c'est vraiment, ça va améliorer et Mhm. nettoyer l'air. Est-ce que Ok. c'est possible de planter les arbres pour nous autres? Alors, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Il y a des contraintes de structure. On va le regarder. Comme j'ai dit, on allait réaménager ce secteur-là, notamment revoir la configuration des trottoirs, intégrer une piste cyclable, renforcer l'éclairage sous le viaduc Upper-Lachine. Euh, on va regarder si on est capable d'élargir les trottoirs et de venir planter des arbres. C'est des choses qu'on fait, qu'on cherche à mettre dans nos projets-là, mais on va regarder l'espace dont on dispose pour pouvoir le faire, puis les éventuelles contraintes, comme je le disais, structurelles. On a des trottoirs qui sont structuraux, c'est-à-dire qui sont surélevés. Donc, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on va le designer dans l'avant-projet qu'on va pouvoir confirmer ou pas, là. OK, merci. Merci beaucoup pour votre question, Madame. Donc, j'irai par la suite avec la main levée de Madame Anastasia Rebelos. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Alors, je vais poser les questions en anglais et en français. Oh, Je ben, vais essayer la plupart en français, mais là où je trouve que je commence à faire des erreurs, je vais changer. il Alors, n'y a pas de souci, allez-y. premièrement, je vais vous dire que vous avez fait des changements
vous avez expliqué comment ça va aider les cyclistes et les personnes. Attends un moment. Je ne sais pas comment ouvrir mon caméra, alors je laisse. Vous avez expliqué comment vous allez aider les cyclistes et les pedestrians. I'm switching to English, it's too hard. So basically, what you're doing is you're taking a street, you're taking the pedestrian space. And I know this all looks beautiful and sounds wonderful to the cyclists, and they're thinking, oh, this is great. But trust me, it's not a good idea. You're taking the pedestrian sidewalk, you're increasing it by 70 centimeters only on the north side of the Maisonneuve. That is not enough for the volume of pedestrians that you have in that area. So what you're doing is you're trying to find a way to find a middle ground to make everybody happy, and no one's going to be happy. There's not going to be enough room for the pedestrians. The cyclists are getting a few more centimeters. It's not going to be enough for the volume of cyclists that are going to need to go through it. The cars are being reduced from 11 meters down to 8 meters in width. That is not enough. You're considering putting buses moving on both sides of the street. That is not enough. Those buses have to turn. I've seen them turning around the metro. They nearly run people over all the time. Never mind when you're going to put the cement blocks there to separate the part for the bicycles. Good luck for the buses to turn around. You're trying to push public transportation, but the City of Montreal is reducing service for bus and metro. So none of what you're saying in the end is going to make sense, because you're putting all this, making it sound nice, but you're not even explaining where all these cars are going to go. Where are they going to go? You say 2 minutes longer in duration. Not true. The number of cars you say went through there, not true. You're not accounting for the congestion on Sherbrooke that is already not suffer. It's something people cannot even suffer day to day. You're not considering the exits and the entrance on and off of the Décarie Expressway. You're not considering that the exit off of Décarie South, the 15 South, turning east to go towards a MUHC hospital. First of all, it was created for ambulances, not for cars, only for ambulances. And now you're going to close this. And this was an emergency exit off of the highway to get to the MUHC. So now you're causing an increase in transportation time in ambulances and an increased time for whoever's sick to get to the hospital in emergency situations. I don't think you've considered it well enough. And I think that the money that you're saving by not doing it on the CNCP, whoever on that side of the track, is going to be money that you're wasting long term, because in the end, it's going to have to be done from the beginning down the line from the next party that's going to be in charge of the city. You're making a lot of mistakes. You're not understanding a lot of things. It's as if our city councillors, our mayors, whoever, are all wearing blinders like the horses, and you can only see in front of you, but not all around you. Peripheral vision, zero. So I would say it looks beautiful in a utopia, but we don't live in utopia. We live in reality. And what you're going to cause is even more congestion in a very difficult situation as it is right now, with all of the major arteries one by one losing space to the cyclists. And I'm really happy for cyclists. I bicycle as well, but they don't pay for permits to ride their bikes. The cars do, which are being pushed off the road. They don't pay for insurance. The cars do. And when the bikes hit the cars, it's the cars' insurance. It's the people with the cars that pay from their amount of money for their insurance, that they have to cover this very often from the what do you call it? You know, they have to cover all of this because the cyclists are not responsible for anything. They get the roads cleared first. The cars end up having the potholes,
and they're the ones that have to pay for repairs to the cars. It's a very unfair thing. And I think that the city of Montreal, la mairesse, doesn't realize, Valerie Plante, what she's doing. And maybe I sound like somebody that's pro car and not bicycle. That's not true at all. I love a green environment. I'm all for it. I want us to have room for bikes, but you have to do it in the right way. And if you had to pay a little bit more to use the rail, land from the rail, then you should have done it rather than causing even more congestion and more problems. And my opinion matters, and I'll tell you why. Okay. Because you'd be very Can I ask, surprised to know Madame that. Rebellos, can I ask you just to conclude, because I will have Yes, to translate a little I'll bit. conclude very quickly. Okay. My opinion does matter, and my opinion should matter to you because my father is one of the people that died at that corner of Descaries and Maisonneuve. So I can tell you for a fact that the 70 centimeters that you're adding to that corner, and I don't know how much on the west northwest corner of Descaries and Maisonneuve is not going to be enough. It's not going to fix your problem. So you really needed to not consult 180 or 500 people. You needed to really go find the public. And our representative in NDG, I'm very happy that she spoke to the pedestrians, the people on the metro, to the cyclists, but she should have spoken to people in the cars. She should have walked and knocked on door to door to door. I'm 3 blocks from there and asked everybody their opinion. Madame Rebellos, I would. Thank you very much. I've concluded. Thank you very much for your comments. Je vais rapidement traduire. Madame Rebellos exprime ses questionnements, des commentaires à l'effet que les espaces piétons auront été augmentés, mais pas suffisamment. Les cyclistes aussi, qu'on enlève aussi de l'espace pour les voitures, que ça va rendre difficile la circulation aussi pour les bus également de tourner, que ça va apporter de la congestion supplémentaire. Donc, elle affirme aussi sa préoccupation à l'effet que, selon elle, la ville n'a pas assez réfléchi et considéré finalement avec des solutions qui ne sont bonnes pour personne finalement, avec des améliorations, mais limitées pour chacun. Donc, ça serait comme ça que je traduirais brièvement. Donc, merci beaucoup, Madame Rebellos, pour votre commentaire. Ça a été entendu. Je vais poursuivre avec... Il y avait peut-être juste la question des ambulances. Là, Laurent, tu pourrais préciser qu'on a tenu compte des ambulances dans la planification du réaménagement, parce que ça répondrait à la préoccupation de Madame. En fait, oui, les ambulances, quasiment moins de 5% des ambulances passent en ce moment par le boulevard de Maisonneuve à partir de l'autoroute. C'est pas leur itinéraire qu'ils utilisent. Ils utilisent déjà la sortie Sherbrooke et prennent la rue Sherbrooke et le boulevard Descaries. Mais aussi, je ne veux pas rentrer dans toutes les commentaires qui ont été faits, mais je vous l'ai dit, là, j'avais des illustrations qui montraient un élargissement du trottoir de 70 cm, l'autre bord de 4 mètres. C'est sûr qu'on va préciser, est-ce que ce sera moins de 4 mètres côté sud, plus que 70 cm côté nord? On va retravailler évidemment tout ça de manière plus détaillée. Il y a des éléments dont on ne pouvait pas tout vous présenter évidemment aujourd'hui, les temps de parcours, les conditions on a tout analysé quels allaient être les impacts de circulation sur les autres axes, sur Sherbrooke, etc. Mais il aurait fallu 1 heure de plus sinon pour vous présenter l'intégralité. Mais un élément qu'il faut évidemment, qui est inévitable, c'est que l'emprise publique de la ville, on ne peut pas l'agrandir. Il faut qu'on travaille avec l'emprise dont on dispose aujourd'hui. Puis donc, il faut qu'on équilibre et qu'on cherche à répondre à la fois aux besoins des plus vulnérables, qui sont les piétons et les cyclistes, maintenir les voies de circulation comme elles existaient et élargir les trottoirs et planter des arbres, etc. Ça, c'était impossible. Donc, ça explique nos choix. On sait que ça a des impacts, ça va avoir des impacts, mais on a aussi, comme je l'ai dit, on travaille avec des orientations
politiques, etc., des documents qui cherchent justement à favoriser l'usage des modes actifs, des modes collectifs et moins l'usage de la voiture. Donc, c'est des choix qui sont assumés par l'administration et on pense que les scénarios qui sont présentés là remettent un peu plus d'équilibre dans la façon dont c'était organisé en ce moment, où c'était vraiment très déséquilibré au profit des véhicules. Donc, je vais aller avec des questions qui ont été posées par écrit au moment de l'inscription. J'ai M. Alain Dosti. Est-ce que les feux de circulation vont permettre aux cyclistes et aux piétons d'avancer en même temps? M. Guignard. Mais en fait, en ce moment, c'est le cas. Enfin, ils ne le permettent pas, mais c'est ce que font les cyclistes en ce moment. J'en ai parlé pendant la présentation. On veut revoir ça parce qu'on veut justement éviter que piétons, que cyclistes utilisent les phases qui sont allouées aux piétons pour traverser et mettre les piétons, je dirais, en danger. Donc, c'est pas quelque chose vers lequel on va vouloir, je dirais, conserver ou déployer davantage. J'ai également M. Montchalin au moment de son inscription. Est-ce qu'il y aura une passerelle surplombant l'intersection pour assurer la continuité de la piste cyclable? Alors, il y a deux, trois questions. On a répondu Oui. à cette question-là. Donc, non. Et donc, et M. McLeod, est-ce que les piétons et les cyclistes auront toujours accès aux lieux durant la période de construction? Alors, oui, chaque fois que la ville fait des travaux, on maintient toujours l'accès des riverains, etc., les corridors piétons. Il y a des déviations pour assurer la sécurité des déplacements. Aujourd'hui, il est prématuré de vous présenter ces détours-là ou ces déviations-là, mais ça va faire partie je dirais, du cahier des charges à respecter lorsqu'on va élaborer les travaux et l'entrepreneur devra maintenir des corridors de Mhm. déplacement sécuritaires. Et ce soir, j'ai Mona Tajbaksh qui s'interroge à propos de la sécurité des piétons. Donc, de quelle manière prévoyez-vous rendre la traverse piétonne sur Saint-Jacques, à l'entrée de l'autoroute 15, plus sécuritaire pour les piétons et bien évidemment les cyclistes? Oui, cette intersection-là, malheureusement, elle a été aménagée. Il y a des enjeux de structure qui nous font qu'on n'est pas capable de venir corriger la configuration de cette bretelle d'entrée-là. On s'est penché là-dessus. On va travailler sur la signalisation davantage, mais on aurait aimé pouvoir avoir un changement de configuration qui aurait changé, je dirais, les conditions de traversée de cette bretelle d'entrée-là, mais malheureusement, Mhm. on a trop de difficultés à intervenir sur la structure du viaduc Saint-Jacques. Merci. Je vais prendre une dernière écrite. Ensuite, je retourne aux mains levées. Ce soir, Madame Louise Fournier, est-ce que ce qui est proposé, va aider à diminuer le trafic sur Décarie entre Maisonneuve et Sherbrooke? Donc, première question, est-ce que ça va permettre de diminuer la circulation? Deuxième partie, est-ce que l'accès à la 15 Nord via Saint-Jacques sera publicisé au coin de Sainte-Catherine, Lansdowne, pour aider à limiter le flot vers des carrés? Est-ce que ça va, M. Guignard, voulez-vous que je repose? Oui, Oui. oui. J'ai montré un peu les itinéraires de détour qui vont résulter du réaménagement. Donc, on s'attend plutôt à une augmentation du trafic sur l'axe d'Écarie en direction nord ou en direction sud, puisque la branche ouest de Maisonneuve serait déconnectée. Il y a d'autres axes qui vont y pallier. Là, j'ai parlé même notamment de Saint-Jacques, de Sherbrooke, de Cavendish, puisqu'il y a beaucoup de circulation qui transite en ce moment par Maisonneuve et Mhm. qui fait du grand transit et qui traverse tout le secteur sans avoir un point de destination dans le secteur-là. Mais globalement, c'est certain qu'il va y avoir une redistribution du trafic sur les corridors existants. Puis, oui, on va chercher aussi à favoriser ou à mieux diriger les automobilistes qui veulent se destiner
à l'entrée sur l'autoroute 15 en utilisant la bretelle d'entrée justement par la rue Saint-Jacques. Mhm. On sait elle est vraiment sous-utilisée. Il y a des automobilistes qui montent vers le nord pour aller chercher l'entrée, on va dire, au nord de Sherbrooke, alors qu'ils pourraient bénéficier de la bretelle qui est sur Saint-Jacques. Merci, M. Guignard. Je vais aller avec la main levée. J'ai celle de M. Glenn Rourke. Donc, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien, bonsoir. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je circule assez souvent sur le rue de Maisonneuve, ou en auto ou à pied, plutôt à pied sur le trottoir sud. Quand on monte des carrés, on vire vers l'est de Maisonneuve. Il y a quelques bâtisses. Il y a le 52-52 qui est plutôt médical. Il y a la station Vendôme. Il y a 51-51 de Maisonneuve qui est aussi une partie du CUSUM, disons, plus le stationnement. Quelque chose qu'on aperçoit beaucoup, c'est que beaucoup de gens en tout temps arrêtent pour laisser descendre des passagers ou laisser embarquer des passagers. Je pense que M. Guyard l'a mentionné tout à l'heure. C'est que c'est bien beau quand il y a deux voies. Si on tombe à une voie, je pense que les automobilistes vont faire encore la même chose. Alors là, j'ai deux petites questions. J'ai compris qu'il y aurait une place pas loin du centre Liz où les gens pourraient descendre. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à là. Ils vont faire ce qu'ils font là. Question. Si on traverse l'autre bord de la rue, sur le côté nord, à moins que je m'abuse, il y a une place où les autobus vont arrêter, laisser descendre les passagers. Et si je regarde comme il faut, les passagers, faut qu'ils traversent le cyclable pour se rendre sur le trottoir. Que ce serait un désastre tant qu'à moi. Si je pourrais avoir des commentaires sur ça, s'il vous plaît. Oui, alors ben, à votre premier commentaire, j'ai illustré effectivement une aire, on va dire, de kiss and ride ou de pause minute à l'est du terminus. S'il faut en aménager une à l'ouest, c'est aussi quelque chose qui va faire partie des analyses qui s'en viennent. Là, je vous illustrerai les grands principes, mais je sais qu'il y a un besoin, notamment aux abords de la clinique médicale à l'ouest du terminus. Donc, il y a des personnes, notamment à mobilité réduite, qui doivent accéder à ce secteur-là. Donc, on aura la largeur pour aussi aménager éventuellement une baie de ce côté-là. Donc, on va le travailler. Et concernant votre deuxième commentaire, aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas que les usagers du transport en commun doivent franchir ou traverser la piste cyclable pour rejoindre l'aire de débarquement. On va renforcer tout ça. On va élargir beaucoup l'aire d'attente pour les passagers du transport en commun. Et on va mieux matérialiser ce secteur-là en surélevant la piste cyclable, etc. Donc, mais il faut qu'on maintienne quand même un arrêt d'autobus. Le terminus d'autobus lui-même est à capacité. On n'est pas capable d'aménager des nouveaux quais dans le terminus, d'où la présence des quais sur rue. Donc, ça fait partie aussi de l'équation. On cherche à intégrer ces besoins-là. Mais c'est sûr que le meilleur projet, c'est là où il y a le moins de conflits, le moins d'usagers. On tient compte de la réalité quand même. On a un pôle Vendôme qui est là et on doit chercher à ce qu'on ait une cohabitation la plus harmonieuse et la plus sécuritaire possible. Monsieur Rowe, ça va? Ça répond à vos questions? Oui, merci. Je vous remercie beaucoup pour les avoir posées. Je vais aller avec la main levée de Monsieur Gregor Murray. Donc, Monsieur Murray, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien, Monsieur Murray. Oh, ben, merci beaucoup. D'abord, pour Madame Rebelos, on est bien sûr tous navrés du décès de son père à cette intersection, comme les autres personnes qui ont péri par des situations dangereuses. Mais je tiens à corriger un élément et c'est le suivant.
les routes ne sont pas payées par les voitures, les routes sont payées par les impôts municipaux et nous les payons tous, qu'on soit piétons, automobilistes. La proportion des routes payées par l'immatriculation est tellement minime que ça compte même pas. Alors, c'est petit correctif. Le seul problème avec votre, votre projet ambitieux et rigoureux, c'est la présence des Montréalais. C'est-à-dire, j'en fais partie. Euh, on n'est pas très discipliné. Alors, premier commentaire, j'aimerais toujours que les intérêts des piétons soient traités de manière distincte des intérêts des cyclistes. Évidemment, ils ne sont pas des voitures, mais les cyclistes s'en fichent royalement la plupart du temps des piétons et il faut assurer la protection des piétons comme priorité. Euh, et c'est là pour avoir des incidences sur les cyclistes. Je félicite le caractère audacieux du projet. Je pense que la seule solution possible, c'est d'éliminer une des 5 branches et vous avez fait un choix intéressant, mais je ferai le plaidoyer. Ça va provoquer tout un tralala et il faut avoir une analyse plus rigoureuse des conséquences euh, de cet aménagement et des efforts d'apaisement parce qu'il y aurait des effets négatifs aussi bien que des effets positifs. Je pense que les effets positifs sont importants, mais il faut montrer que vous êtes au courant de ces effets négatifs et que vous avez des manières d'en traiter. Et je termine avec une question. Euh, côté euh, en dessous des viaducs, tant sur Décarie que sur Giroir, comment vous envisagez de rendre ces passages à pied et en vélo plus sécuritaires, sachant qu'il y a des limites structurelles, mais néanmoins, ce ne sont pas des lieux agréables pour naviguer ni à pied ni en vélo. Donc, merci, M. Murray, d'abord pour les précisions, ensuite pour votre préoccupation pour qu'il y ait un traitement peut-être accru pour les piétons. Donc, je vais vous laisser peut-être M. Guignard répondre. Oui, ben, un peu comme je le disais, on n'a pas pu vous présenter Mm. toutes les analyses, toute la réflexion. On est conscient que ces changements-là vont apporter des changements. Tous ces changements vont apporter vont- des répercussions dans les déplacements des piétons, des cyclistes, des automobilistes, etc. Euh, on va être en mesure ultérieurement, qu'on va être aussi dans les études d'avant-projet, de mieux communiquer ou mieux préciser ces changements-là pour qu'ils soient évidemment plus, je dirais, acceptés par les usagers. Concernant les traverses sous les viaducs, j'en ai parlé, l'intention, c'est vraiment de renforcer la sécurité ou le confort, le franchissement de ces espaces-là par les piétons ou les cyclistes. J'ai parlé davantage du chemin par la Chine. On n'a pas parlé du giroir aujourd'hui parce que on a focusé, on s'est concentré sur Maisonneuve et sur l'intersection à 5 branches. On a travaillé aussi sur Giroir. On pensait ne pas tout mélanger aujourd'hui. Il était peut-être prématuré aujourd'hui de vous présenter, je dirais, les recommandations qui ont pu être faites sur Giroir, mais elles vont quand même dans le même sens dans le même esprit qui vous a été présenté, donc de chercher à renforcer la sécurité pour les modes actifs piétons cyclistes, renforcement de l'éclairage également. Merci, Monsieur Murray, pour la question. Merci. Puis les commentaires, et Monsieur Guignard également. Il reste moins de 10 minutes pour la séance de ce soir. Donc, je vais retourner aux questions écrites parce que vous avez été plusieurs à en poser en direct ce soir. Donc, j'en ai une de David B. Donc, qui se demande, et c'est une question en lien avec des choix qui ont été faits, pourquoi ne pas avoir mis Maisonneuve en sens unique automobile et en ayant fait passer les bus sur les rues nord-sud comme Vendôme? Donc, le choix de Maisonneuve, Monsieur Guignard. Eh ben, c'est des rues, les rues nord-sud, c'est des rues résidentielles qui ont un gabarit qui n'est pas adapté au trafic, au volume d'autobus qui circulent
aujourd'hui aux abords du terminus. Donc, c'est pas un scénario que la ville a considéré. Et puis fonctionner, oui, avec un sens unique sur le boulevard de Maisonneuve, ça aussi, ça entraînerait une circulation de transit nord-sud par des véhicules dans les rues résidentielles. Merci beaucoup. Euh, une autre question ce soir de Monsieur Anthony Mandy qui se préoccupe du stationnement pour les véhicules communautaux. Donc, qu'est-ce qui arrivera avec le stationnement pour les véhicules communautaux qui est présentement situé au nord-ouest de l'intersection de Maisonneuve et boulevard des Caries? Alors, on va travailler avec l'arrondissement à relocaliser ces espaces-là à un endroit plus approprié et qui va respecter justement les grands principes qu'on a retenus, qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement où va se retrouver la station. On sait qu'il y a des besoins. On va travailler pour une relocalisation de cette station-là aux abords du secteur d'études. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond bien. Euh, je vais aller aussi avec une question ce soir, aussi écrite, de Crosanto Chaudouri, donc qui est résident de la rue Gré. Donc, il aimerait avoir des précisions sur les raisons de la réduction du nombre de voies sur la rue de Maisonneuve. Vous présentez une croissance de 30 du nombre de résidents et donc une croissance du nombre de véhicules. Alors, quelles sont les prévisions de la croissance de la circulation sur Maisonneuve, puisque c'est déjà difficile d'accéder à nos résidences à partir de Maisonneuve? Pourquoi ne pouvez-vous simplement pas fermer la branche de Maisonneuve? Donc, monsieur qui habite la rue Gray. Mais, comme je l'ai dit, les trottoirs du boulevard de Maisonneuve sont totalement inadaptés à la fréquentation et à l'achalandage piéton. Il nous faut impérativement renforcer le confort, c'est même pas le confort, mais je dirais la sécurité des piétons dans l'axe du boulevard Maisonneuve. Et comme je le disais, on ne peut pas créer de l'espace. On est obligé d'en prendre là où il y en a. Et on le prend sur une des voies de circulation vers l'est. Donc, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est la décision que la ville prend. Puis, comme je l'ai dit, la sécurité va primer sur toute autre considération. Eh bien, mais merci beaucoup. Je vais retourner je vais prendre la dernière main levée parce on va arriver au bout de la rencontre. Donc, j'ai celle de Monsieur Daniel Bilodeau. Donc, je vous inviterai, Monsieur Bilodeau, à ouvrir votre micro. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Très bien, Monsieur Bilodeau. OK, en fait, ce qui me concerne, en fait, je pense que vous avez bien adressé les priorités ici, qui sont les piétons, les vélos, tout, puis j'en fais partie, donc ça me réjouit tout à fait. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est au niveau du détournement de la circulation qui est en ce moment sur Maisonneuve. Je pense que tout ce qui est sortie de l'autoroute, la bretelle des Caries, Sherbrooke, qui est très achalandée en ce moment, je pense souvent à la voiture, puis pour essayer de sortir de l'autoroute des Caries vers le nord, sur Sherbrooke, la ligne d'attente se fait très, très loin sur l'autoroute. Donc, on est arrêté sur l'autoroute. Bon, je vous, euh, je vous évite mes plaintes d'automobilistes. Je sais que c'est pas la priorité ici, mais je pense qu'il y a aussi un danger là d'être stationné sur l'autoroute parce qu'il y a tellement de trafic sur Sherbrooke, des Caries, des Giroirs, tout ça. Toutes les voitures qui sortent, qui rentrent, tout le monde là en même temps. Donc, juste de rajouter 200 autres voitures à l'heure, je pense qu'il y a quand même, je suis sûr que vous allez penser à quelque chose, mais je pense que ça va être quand même tout un défi. Je me demandais peut-être si je sais pas vraiment qui est-ce qui utilise. En fait, parce que moi, vous dites que c'est beaucoup de gens qui prenaient Maisonneuve-Ouest pour aller pour aller plus loin. Là. Moi, en fait, je suis avant Cavendish, puis normalement, quand je prends
Maisonneuve, je vois que la plupart des voitures tournent sur les rues qui sont entre Maisonneuve puis Sherbrooke avant Cavendish. Et puis, je pense que ça évite beaucoup de trafic dans la sortie, là, Sherbrooke et Descaries. Donc, je me disais, pourquoi pas fermer? Je sais qu'il y a sûrement un gros investissement, mais le Upper Lachine, il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont aller vers l'ouest là-bas. De toute façon, ils ont la possibilité d'aller le rejoindre par Saint-Jacques sans causer de trop de trafic. Donc, pourquoi fermer Maisonneuve-Ouest? Je comprends les arbres et tout, mais voilà, je pense que ça résume ma question. Merci. Oui, alors ben, pourquoi fermer Maisonneuve-Ouest ou sinon Upper-Lachine? En fait, le scénario de 2014, dont j'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui avait été étudié et qui est écarté, c'était une fermeture de Upper-Lachine et non de Maisonneuve. Fermer Upper-Lachine, ça aurait entraîné un enclavement plus important du quartier Saint-Raymond, qui est déjà passablement enclavé par la voie ferrée. Les points de sortie ou de passage vers le nord, en tout cas, il y a Upper-Lachine, il y a Giroir et il y a Cavendish, mais il n'y en a pas d'autres pour les véhicules. Ça aurait impacté aussi les circuits de la STM. Et donc, pour nous, il y avait moins d'impact, je dirais, à travailler sur la branche de Maisonneuve et à fermer la branche de Maisonneuve plutôt que l'axe Upper-Lachine, qui avait déjà été envisagé il y a 10 ans. Ça avait fait aussi l'objet d'une consultation publique en 2014. Il y avait eu beaucoup de commentaires aussi par les acteurs locaux, les commerçants, etc., qui craignaient justement un trop gros enclavement du quartier. Mais ça va, M. Bilodeau? Oui, ben merci, ça répond tout à fait. Là, je pense qu'il va quand même falloir porter attention au secteur d'Écarie et Sherbrooke. Je sais que ça dépasse la conversation, mais je pense que ça va être critique, ce secteur-là. Mhm. Je vais peut-être juste te donner aussi un commentaire. Maisonneuve est sens unique vers l'ouest, là, à partir de Addington. Mais donc, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des gens qui utilisent le boulevard Maisonneuve pour circuler en direction ouest. Mais évidemment, il n'y a pas d'automobilistes qui peuvent aujourd'hui circuler d'un bout à l'autre de Maisonneuve en direction est, par exemple, le matin. Donc, ce que je veux dire, c'est que on va couper la branche ouest dans une direction, mais déjà aujourd'hui, elle n'existe pas dans la direction opposée. Donc, euh, les gens s'accommodent déjà, je dirais, on va dire le matin, par exemple, pour ceux qui vont vers l'est, ils s'accommodent déjà de devoir utiliser le réseau parallèle, rue Sherbrooke, rue Saint-Jacques, etc. Donc, ils ont pu peut-être aujourd'hui ou jusqu'à maintenant bénéficier du boulevard de Maisonneuve vers l'ouest pour transiter ou pour accéder chez eux, mais ils ne peuvent pas l'utiliser dans la direction opposée. Donc, c'est pas nécessairement ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement essentiel, je dirais, puisqu'on ne l'offre même pas dans la direction est, ce mouvement-là. Mais on est conscient que ça va avoir un impact, on ne le nie pas, mais on le mesure par rapport aux avantages qu'on est capable d'aller chercher, notamment dans la sécurité des déplacements. Merci pour le complément, M. Guignard. Merci aussi pour le dernier commentaire, M. Bilodeau. Alors, ben, j'ai envie de vous remercier pour votre patience. On a prolongé la séance de presque une demi-heure. Donc, c'est ainsi que nous allons terminer la séance d'information. J'aimerais remercier les intervenants, particulièrement M. Guignard, puis au nom de la Ville de Montréal et de toute l'équipe projet, moi, je vous remercie pour votre participation ce soir. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée, qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca. Vous n'aurez qu'à mettre dans la barre de recherche projet d'aménagement aux abords du CUSUM si vous souhaitez revoir certains éléments ou encore la partager. Vous recevrez par courriel dans les jours à venir un très court questionnaire qui prendra environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de la séance d'information. Et je sais que dans un objectif d'amélioration continue, l'équipe prend le temps de lire tous les commentaires.
Vous recevrez également par courriel dans les prochaines semaines un document qui rassemble les questions et réponses auxquelles seront ajoutées quelques-unes qui n'auraient peut-être pas été répondues. Là, il y avait encore quelques questions. Certaines avaient déjà été répondues, peut-être des précisions seront ajoutées également et vous recevrez tout ça dans votre boîte courriel. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nouveau et à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.